RFM Midi. RFM Midi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est 12 heures partout au Sénégal, l'heure du grand journal. À la une de l'actualité, le procès de la radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales. Nous irons au tribunal d'instance hors classe de Dakar avec notre reporter sur place. À suivre également notre reportage sur l'interdiction de la circulation des deux roues pour des raisons de sécurité liées à ce procès. Vous l'entendrez, les conducteurs de deux roues n'étaient pas au courant de la mesure. Affaire des accusations portées par Maître Moussa Diop contre des autorités publiques et privées au sujet du diamant au Sénégal. L'avocat, toujours en garde à vue, vous entendrez la réaction des géologues du Sénégal et celle des organisations de la société civile. Nous évoquerons les élections générales de représentativité syndicale. Le scrutin se déroule depuis ce matin, non sans problème. Et puis dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons de la situation des droits humains au Sénégal, prétexte le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Nous allons tout de suite au tribunal d'instance hors classe de Dakar, au palais de justice de Dakar, pour y retrouver notre reporter sur place, Boubacar Diam. Bonjour. Bonjour Souleymane. Bien sûr, c'est pour parler de ce procès de la radiation de Ousmane Sonko des listes électorales. Vous nous disiez tout à l'heure que l'on était en train de refaire le procès de Ziguinchor et qu'à l'instant même, ce sont les avocats de la défense qui sont en train de plaider. Effectivement, Souleymane, c'est le cas. On rejoue actuellement le procès de Ziguinchor parce qu'actuellement, depuis presque 8h30, 9h comme ça, ce sont les avocats de la défense qui sont dans leur plaidoirie. Mais la question centrale reste l'intérêt et la qualité de l'État du Sénégal à agir dans cette affaire purement civile et en matière électorale. C'est selon les avocats de la défense parce qu'ils sont tous ils ont tous évoqué cette question-là et selon l'une ou bien l'un des conseillers de Ousmane Sonko, à savoir Maître Ndoumbéwan, elle estime que la radiation d'Ousmane Sonko n'a pas de raison d'être car selon elle, la contumace sur laquelle l'État du Sénégal s'est basé est tombée depuis l'arrestation du leader de l'ex-parti Pastef pour des affaires d'appel à l'insurrection et elle s'appuie également sur l'article 307 du Code de procédure pénale et ceci a fait dire à Maître Ousseynou Fall que l'État du Sénégal foule aux pieds les décisions de justice et il se refuse plutôt de les exécuter en parlant bien sûr de l'ordonnance du juge du tribunal d'instance de Ziguinchor Sabassi Faye du 12 octobre. Maître Ousseynou Fall toujours accuse le président de la République de chercher par tous les moyens d'empêcher Ousmane Sonko de participer au scrutin du 25 février 2024 et que ce procès en était une illustration parfaite. Et il a fini par dire que le chef de l'État ne digère toujours pas le fait qu'il ne va pas briguer un troisième mandat comme il l'aurait voulu. Souleymane, vous vous en rappelez sûrement, lors de ce procès à Ziguinchor, on avait également parlé de la forclusion et faisant allusion aussi donc à l'acte de notification de la lettre du 19 septembre qui devait être remis plutôt à Ousmane Sonko et qui n'a pas été le cas selon les avocats de la défense parce que selon eux, le huissier de justice s'est rendu à la cité Keur-Gorgui par la suite au pavillon spécial de l'hôpital principal de Dakar et de là-bas, l'agent qu'il a trouvé sur place lui avait demandé d'aller à la PMAC de Sébikotane pour avoir l'autorisation du greffier qui est là-bas, chose qu'il n'a pas faite et de ce fait, il pense que cette radiation n'a pas lieu d'être parce que Sonko n'a jusqu'à présent pas reçu de notification et cette notification-là devait être livrée à la dernière résidence connue donc de la personne concernée, à savoir Ousmane Sonko, et sa dernière résidence connue dans ce cas de figure, c'était la prison donc de Sébikotane et ça n'a pas été fait. L'autre chose qu'il faut dire, Souleymane, pour finir avec donc ces plaidoiries des avocats de la défense, parce que depuis presque 2 heures, c'est eux qui ont la parole et qui plaident. Ils ont fini par dire que donc la décision de radiation de Sonko donc ne devait pas être, donc Sonko doit être réintégré dans les listes électorales parce que la lettre qui a été
écrite par le sous-préfet, le défunt sous-préfet des Almadies. Donc c'est une lettre d'information, mais pas une décision de radiation, raison pour laquelle Sonko doit être réintégré dans les listes électorales pour qu'il puisse participer donc à l'élection présidentielle de 2024 comme tout Sénégalais a le droit de le faire. Merci Boubacar Dieng pour toutes ces informations. Vous le savez, hier, à quelques heures de ce procès, le préfet de Dakar a sorti un arrêté portant interdiction de la circulation des motos à Dakar. Ce matin, sur l'avenue Malick Sy, beaucoup de motocyclistes ont été interpellés parce qu'ils n'avaient pas respecté la consigne. Interrogés par notre reporter Oumou Kalsoum Ly, ces conducteurs affirment qu'ils n'ont pas été mis au courant à temps. Par contre, c'est pourquoi ils invitent les autorités à utiliser tous les canaux de communication pour faire passer ce genre de messages. Sur l'avenue Malick Sy, le trafic est fluide. Les véhicules circulent librement. Devant la direction de l'automatisation des fichiers DAF, une dizaine de motos stationnées. La majeure partie des propriétaires sont absents des lieux. Pour cause, ils ont été arrêtés parce qu'ils sont tombés sous le coup de l'arrêté préfectoral interdisant la circulation des deux roues. Ce mardi, Oumar Ly, livreur, est sur place depuis 7 heures. Il peine à récupérer sa moto. Je n'étais pas au courant de la mesure. J'ai dépassé un policier sur la route qui m'a fait savoir qu'il était interdit de circuler ce mardi à moto. Par la suite, un autre policier m'a arrêté et a pris la clé de ma moto. En tout cas, je pense que c'est compliqué, c'est difficile. Le procès Ousmane Sonko vraiment nous met dans des situations intenables. El Hadj Diène est chauffeur. Il devait se rendre en ville ce matin. Grande a été sa surprise lorsqu'il a été interpellé par les forces de l'ordre. Lui non plus n'était pas au courant de l'interdiction. Les autorités devaient utiliser tous les moyens de communication. En tout cas, les WhatsApp par exemple, Facebook, Instagram, pour informer les jeunes qui conduisent généralement les motos. Mais il faut dire que nous ne sommes pas au courant de ce qui a été décidé par le préfet. Depuis lors, j'attends qu'on me donne ma moto. Je ne peux pas me rendre à mon lieu de travail. Pour des raisons de sécurité, la circulation des motocyclettes et cyclomoteurs est interdite de 6 heures du matin à minuit. RFM, la radio de toute l'actualité. L'ancien directeur général de Dakar Demdik est toujours en garde à vue à la sûreté urbaine de Dakar. Maître Moussa Diop, candidat déclaré à la présidentielle de 2024, est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et actes de nature à jeter le discrédit sur les institutions de la République. Le leader du parti alternatif Jotna a brandi lors d'une conférence de presse tenue samedi des documents qui impliqueraient le président Macky Sall, l'ancien ministre Aly Ngouille Ndiaye et les hommes de Jean-Claude Mimran, et Mamadou Diagne Ndiaye dans un supposé deal concernant, dit-il, un contrat pour l'exploration d'une mine de diamants dans le nord du pays. Au sujet de cette polémique mettant en cause le chef de l'État, nous revenons donc sur cette affaire et certains de ses anciens collaborateurs. Donc, la réaction de la société civile maintenant. L'ex-Africa et le Forum civil exigent la lumière dans cette affaire. Mohamed Ali Mouba. Le secteur des industries extractives est particulièrement propice à la corruption et au détournement. Mais la société civile se veut prudente. Elle refuse d'enfourcher le cheval de Maître Moussa Diop. Eliman Abekan, le président de l'ex-Africa, leadership, éthique, gouvernance et stratégie pour l'Afrique. Je ne souhaiterais pas du tout réaction à une action qui est posée par un acteur politique qui est candidat à une élection présidentielle et qui vise également des adversaires politiques. Et même s'il y en a d'autres Sénégalais qui sont dans les affaires. Donc je voudrais juste vous ramener à l'essentiel du combat citoyen que nous menons pour la transparence, particulièrement dans la gouvernance des ressources naturelles en Afrique et au Sénégal. Ce que nous pouvons retenir, c'est que les déclarations sont des propos assez graves quand même,
Et la seule attente qu'on avait par rapport à ça, c'est que notamment le procureur qui représente le peuple à ce niveau puisse s'autosaisir de la question pour situer les responsabilités. Des efforts ont été notés dans le secteur avec l'adhésion du Sénégal à l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. La norme a permis d'avoir une énorme avancée sur la traçabilité, comme l'obligation de publier les contrats miniers, gaziers et pétroliers. Le directeur de la Société des mines du Sénégal soutient que n'a jusque-là pas délivré de permis d'exploration de diamants. Le Forum civil préfère donc réserver sa réponse. Birahim Seck, le président du Forum civil. Le Forum civil suit cette question de très. Donc quand nous aurons terminé notre travail, vous aurez notre position par rapport aux déclarations du ministre du ministère des Mines. L'exploitation de diamants au Sénégal? Vous aurez les conclusions du travail du Forum civil, Inch'Allah. Le procureur de la République s'est autosaisi dans cette affaire. Maître Moussa Diop est toujours en garde à vue. La société civile invite la justice à aller jusqu'au bout. De son côté, l'association des géologues du Sénégal déplore les propos de Maître Moussa Diop et apporte des précisions. Selon son président, il n'y a pas de diamant au Sénégal. Ibra Seck souligne toutefois que 2 permis de recherche et une autorisation d'exploitation semi-mécanisée ont été délivrés par l'État à ce jour. Écoutons Ibra Seck interrogé par El Hadj Diokoudiène. Ce qu'il faut préciser d'abord, c'est qu'au Sénégal, on peut trouver du diamant que dans la boutonnière de Kédougou-Kenyaba, c'est-à-dire à Kédougou ou à Tamba. Et dans la déclaration de Maître Moussa Diop, lui, il dit que c'est au nord du Sénégal, et on sait très bien, en tant que géologue, qu'au nord du Sénégal, on a le bassin sédimentaire, donc il est impossible de trouver un gisement de diamants dans la zone nord. Il y avait des recherches qui datent de très longtemps, c'est vers les années 50, où on avait trouvé des pierres très arrondies. Quand je dis des pierres très arrondies, c'est-à-dire c'est des pierres qui ont été transportées. Donc l'interprétation que les géologues ont eu à faire, c'est que c'est du diamant qui a été transporté depuis la Guinée. Donc c'est des pierres qu'on a retrouvées au niveau du fleuve Gambie. En plus, au Sénégal, dans le code minier, il n'existe pas de permis d'exploration, mais on n'a qu'un permis de prospection. Les titres miniers, un permis de prospection. On a un permis de recherche et un permis d'exploitation. Dans notre base, au niveau du ministère des Mines, on n'a que 3 titres qui ont été octroyés, 2 permis de recherche et un permis d'exploitation semi-mécanisée, c'est 50 hectares, c'est à l'échelle semi-industrielle. Donc jusqu'à présent, au Sénégal, il n'y a pas d'exploitation de diamants. Les propos de Maître, c'est des propos regrettables. Donc vraiment, il faut qu'on revoie les propos qu'on contient sur les ressources et l'exploitation des ressources. Parce que vraiment, ça peut entraîner des conflits dans certains pays. À 12h, bientôt 13 minutes, venons-en maintenant aux élections de représentativité des centrales syndicales. La CNTS-FC dénonce de nombreux couacs lors du démarrage du vote à Dakar. Absence de bulletins de vote, absence du personnel ou même refus par certains employeurs de laisser les travailleurs voter. Le ministère du Travail confirme certaines difficultés sur le terrain, mais pas au point d'entacher la crédibilité du scrutin. Anna Rocha. Au démarrage du vote à 8h, la CNTS-FC a constaté de nombreuses difficultés. Sonacos Bel-Air, Mairie de Mbao ou encore au CM de Diamaguène, il y avait soit absence de bulletins de vote, soit absence du personnel des bureaux de vote. Mais le pire, selon Cheikh Diop, secrétaire général de la CNTS-FC, c'est la situation à la Soboa. À la Soboa, il y a une particularité qu'on ne peut accepter, qu'on ne peut non plus comprendre. Qu'est-ce qui se passe? L'employeur refuse à certains travailleurs d'aller voter et refuse à certains travailleurs d'entrer dans l'usine et de voter, d'exercer leur droit de vote. Les camarades sont sur place et je pense qu'il est, si l'autorité n'y prenne garde, il risque d'y avoir des échauffourées là-bas. La division des négociations et des relations professionnelles du ministère du Travail confirme ces couacs, mais précise que le comité de veille règle au cas par cas. Alioune Fall est le chef de cette division. Depuis ce matin, nos équipes sont sur le terrain et partout où on nous avait signalé des manquements, ces manquements-là ont pu être solutionnés. Il y a par exemple certains procès-verbaux qui ne seront utilisés qu'à la fin du scrutin. Donc il y a le temps d'apporter des solutions à cela. On est dans des élections qui se déroulent un jour ouvrable avec des entreprises qui fonctionnent toujours et les employeurs ont toujours été invités à faciliter les travailleurs
ce vote-là. Maintenant, dans certaines entreprises qui abritent des bureaux de vote, ça ne pose pas de problème. Mais dans d'autres entreprises, on est en train de relever les difficultés qui sont remontées au niveau de nos équipes pour que des solutions puissent être trouvées. Mais globalement, les gens sont en train de voter et on n'a pas noté depuis 8 heures des incidents qui pourraient remettre en question la fiabilité et la transparence. En ce qui concerne le taux de participation, il faudra encore attendre quelques heures pour avoir les premières tendances. Restons à Dakar, au centre des œuvres universitaires de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il y a 2000 travailleurs sur le fichier électoral. Là où il y a 3 bureaux de vote, outre les 3 autres établis au rectorat, malgré la fermeture des campus social et pédagogique, les travailleurs sont venus répondre au rendez-vous. Tout s'y déroule normalement. Aucune irrégularité notée. Ils sont 2000 électeurs sur le fichier électoral du COUD, les travailleurs avec un bulletin de salaire. Ils sont venus répondre au vote. Lui a déjà accompli ce droit. J'ai déjà voté. Tout se passe bien. Tous les candidats sont là. Et donc après, on choisit les choses. Après, si on choisit, voilà. Pour ça qu'on son choix, quoi. Au niveau de ce centre, il y a 3 bureaux de vote. Toutes les 12 centrales syndicales y sont représentées. Jusque-là, tout se déroule normalement. Emmanuel Sen, il est le secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'enseignement supérieur, section COUD. Ce qu'on a noté ici, vraiment, ça va dans l'ensemble. On a démarré les élections à 8h30, bien qu'on a accusé un peu de retard. Par rapport au déroulement aussi, on n'a pas noté d'anomalie ni de difficulté. D'abord pour les camarades qui viennent voter, mais aussi par rapport à l'aspect administratif aussi. Pour lui, la fermeture des campus a bien impacté sur ce vote. Fiché de plus de 2000 électeurs, vu aussi les difficultés que nous avons, c'est-à-dire la fermeture de l'université, c'est que ça va impacter sur le taux de participation. Un autre syndicaliste, Aliou Faye, il dirige le syndicat réunissant les personnels administratifs et techniques des universités. Un seul centre de vote et il y a 3 bureaux de vote dans le centre de vote. Au niveau de rectorat, il y a 6 bureaux de vote. On ne sait pas si ça va continuer jusqu'à 18h ou bien d'ici là, le vote va s'arrêter. Mais dès que le vote s'arrête, ils vont dépouiller. 12 centrales pour ces élections. Pour qu'une centrale soit représentative, il lui faut 10% des suffrages. À rappeler qu'au total, 316 000 travailleurs sont concernés pour ces élections. Et vous le savez, on vote dans les 46 départements du Sénégal. Allons justement à Ziguinchor, où des difficultés ont été notées au centre Djignabo Bassène. Les enseignants de l'établissement n'ont pas pu effectuer le vote ce matin. C'est parce qu'on leur a notifié que leur nom ne figurait pas sur le fichier que détiennent les membres du bureau. Pour les enseignants du lycée de Djignabo, près de 200 environ, on cherche à écarter leur corps des élections à fort enjeu. Amadou Guissé, secrétaire départemental du CUSEMS, professeur dans le dit établissement, il est avec la Minpa. Je peux même dire que les élections ont été sabotées à Djignabo, parce qu'on ne peut pas comprendre que des agents venant d'ailleurs viennent à Djignabo pour voter alors que nous on ne peut pas voter. Le personnel de Djignabo ne peut pas voter. On ne retrouve pas nos noms sur la liste, alors que nos noms figurent sur le fichier. Quand vous mettez votre matricule, vous cherchez, vous retrouvez votre nom. Vous venez au niveau du bureau de vote, vous n'êtes pas accepté. On vous dit que vous ne pouvez pas voter. Et c'est ça le problème. C'est ça qu'on dénonce à Djignabo. Tous les collègues sont rentrés. Ça veut dire qu'ici on risque de ne pas voter. Le taux de participation à Djignabo risque d'être excessivement faible. Et ça, c'est un sabotage. Et c'est très grave. Il y a un fichier qui a été partagé, un fichier numérique. C'est pour vérifier les noms. Bon, c'est-à-dire que si vous vérifiez votre nom et que votre nom s'y trouve, automatiquement, on se dit que vous pouvez voter. Moi, j'ai vérifié mon nom et j'ai vérifié les noms de tous les collègues. Tous les collègues qui m'ont interpellé, leur nom figure sur le fichier. Malheureusement, au niveau du bureau de vote, les noms des collègues ne figurent pas. C'est ça qui est grave. On fait environ 200. Des surveillants, des enseignants, l'administration, etc. Ils nous ont dit qu'ils ne savent pas, en tout cas, nos noms ne figurent pas. Malheureusement, les autres qui viennent d'autres services, ils viennent. Non, mais ça va, c'est très clair. Ils veulent écarter les enseignants de ces élections. C'est simple. Ils veulent écarter les enseignants de ces élections. Voilà, c'est tout simplement ça. Et puis à Kaolack, un retard de plus d'1 heure a ralenti le processus de vote ce matin. À cela s'ajoute la faible mobilisation des électeurs qui sont attendus. Et des présidents de bureaux soulignent l'importance de cette élection. Fatou Mbaou.
Certains bureaux de vote installés au niveau du CEDEPS de Kaolack n'ont pas démarré à l'heure indiquée. Dysfonctionnement lié à l'installation des matériels et autres, selon Momodou Ndiaye, président du bureau numéro 3. Au moment de démarrer à 8h, il y avait quelques difficultés quand même. Finalement, le directeur est venu pour mettre tout à l'ordre. Sur les lieux, les électeurs se font désirer près d'une heure après l'ouverture des bureaux et malgré toutes les dispositions qui ont été prises. Tout est là, tout est fin prêt. On attend donc les électeurs. Vous connaissez Kaolack, quand il commence à faire froid, les gens ont tendance à se lever à Tout le contraire, à l'école El Haj Hamid Khan, ex-Gambetta. Ici, le vote se déroule normalement selon le secrétaire du bureau de vote numéro 2, Voljo Diallo. À 8h, ils étaient déjà là, en train de nous attendre pour ouvrir le bureau de vote. On l'a fait comme à l'accoutumée. Pour ces travailleurs, la satisfaction des revendications est une forte attente, d'où la nécessité selon eux de venir soutenir leur centrale. Nous sommes venus pour voter, pour soutenir notre syndicat. Les revendications sont nombreuses. Cela va se résoudre dans l'avenir. Les enjeux restent de taille pour les travailleurs en quête de meilleures conditions de travail. Fatou Kaolack, Radio Futur Média. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Le reste de l'actualité à Kayar, des jeunes regroupés autour du collectif Taxawu Kayar demandent la délocalisation de l'usine Touba Protéines Marine ex-Barna. Ils estiment que cette entreprise spécialisée dans la production de farine de poisson leur a déjà causé beaucoup de désagréments et de traumatismes. Reportage Cheikh Anta Diop. Des jeunes, des femmes et personnes du troisième âge venus presque de toutes les localités de la commune de Kayar, notamment Keur Abdoundoy, Ndiokop, Mbawan, Diamaguène, se sont réunis pour lancer un cri de cœur. Le collectif Taxawu Kayar n'y va pas par 4 chemins pour désigner Barna, une usine de production de farine de poisson, comme étant la responsable de tout leur malheur. Momodou Leye, le secrétaire général du collectif. En effet, cette usine est en parfaite violation du code de l'environnement, en dégradant notre cadre de vie et notre environnement, avec une émission d'odeur insupportable, mais aussi le déversement des eaux usées au niveau du lac de Mbawan, qui est aujourd'hui totalement pollué. Et ceci cause d'énormes préjudices par rapport aux activités sylvopastorales. Le collectif demande l'arbitrage de la justice et la délocalisation de Touba Protéines Marine. Le collectif avait eu à introduire une action judiciaire au niveau du juge des référés du tribunal de grande instance de Thiès. Aujourd'hui, la situation sociale est très délétère. Pour parer à toute éventualité et préserver la paix et la santé des populations, nous en demandons aux autorités de fermer cette usine ou de la délocaliser. Le collectif Taxawu Kayar interpelle l'État pour qu'il se saisisse de ce dossier. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Réaction de Touba Protéines Marine à ces récriminations. Selon Tal Diagne Gueye, chargé de communication de l'usine, l'étude d'impact environnemental a été validée par des experts. Il est au micro de Cheikh Anta Diop. Il faut qu'on essaie d'être sérieux et respectons un peu l'État du Sénégal. Parce que cette étude d'impact environnemental a été validée par des experts de l'État du Sénégal. Et l'État du Sénégal fait des contrôles permanents. Les gens de l'environnement, non, mais quand même, pourquoi faire une contrôle? Est-ce que c'est des experts en environnement? Ce n'est pas des experts. L'État fait son travail correctement. Et ils viennent souvent inspecter l'usine. Et ils savent où les eaux sont déversées. Si c'était anormal, si c'était un danger pour les populations, je pense que ce serait arrêté depuis fort longtemps. Quand même, soyons sérieux entre nous-mêmes. Je pense que ces populations, ils sont motivés par autre chose, mais pas pour l'environnement de Kayar. Il y a des cas très sérieux d'environnement qui engrainent le mieux vivre des Kayarois, mais ils n'en parlent pas. Mais je me demande pourquoi. Je dirais en Wolof, il y a d'autres qui sont là, mais malheureusement, ils font pire et on dit rien. Et cette usine est une bénédiction pour Kayar, et je pèse mes mots. Barna, Sénégal, actuellement, Touba Protéines Marine fait beaucoup de choses pour cette localité. Et malheureusement, il y a un groupuscule des politiciens et certains jeunes qui gravitent et certaines personnes qui sont contre. Parce que j'aimerais bien savoir quelle est leur motivation. Parce qu'en fait, ils ne sont pas contre parce que l'usine tue. L'usine n'a jamais tué. Il y a les travailleurs de l'usine qui sont là, personne n'est malade. Bon, le lac se tarit quand on dépasse quelques mois de la saison de pluie. Et ce lieu-là, c'est le lieu indiqué, autorisé par les autorités municipales à tout ce qui déverse, par exemple, les camions de fosses septiques. RFM. L'actualité internationale.
Avec vous, Georges Détié-Diop, bonjour. Bonjour Souleymane. Au Mali, certaines populations ne regrettent pas le départ de la MINUSMA. Pour elles, la présence de la mission de l'ONU a été un échec. Cependant, elles demandent que des dispositions soient prises pour les travailleurs mis au chômage du fait du retrait de la mission. Micro-trottoir réalisé à Bamako par Zanga Abdoulaye Ouattara. Le MINUSMA a beaucoup fait. Quelqu'un qui a réduit dans le chômage, il a beaucoup fait. On n'a pas eu de satisfaction car la MINUSMA a failli à ses missions, à savoir combattre les groupes armés, amener la paix et restaurer la cohésion entre les populations. Mais quand même, beaucoup de gens qui travaillaient à la MINUSMA ont perdu leur emploi. Cela est un inconvénient. Beaucoup ont pris des jeunes partout dans la région de Gao et la région de Tombouctou. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Pour moi, quand même, la présence de la MINUSMA au Mali ici, ça a été un échec. Car ils n'ont pas pu respecter ce que l'ONU les a demandé. Le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, un cessez-le-feu de 72 heures est convenu par les parties impliquées. Selon la Maison-Blanche, le cessez-le-feu est soutenu à la fois par la RDC et le Rwanda dans un communiqué. La porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche a déclaré que les forces armées et les groupes armés non étatiques ont cessé les combats pour permettre le retrait des forces occupant Machaki et la route RP 1030. Le cessez-le-feu est entré en vigueur hier à midi. Niger, première commercialisation de pétrole brut en janvier. Commercialisation sur le marché international, le brut sera acheminé jusqu'au Bénin par un oléoduc mis en service début novembre. C'est une affirmation du général Abdourahmane Tchiani dans un entretien accordé à la télévision publique. Selon lui, le transport du brut est en cours jusqu'à l'océan Atlantique et en janvier prochain. Ainsi, l'on peut espérer les premières sorties de barils du brut nigérien. L'or noir est extrait par la China National Corporation. Sur les 90 000 barils produits par jour qui seront acheminés vers le Bénin, le Niger touchera 25,4% des recettes, soit 22 860 barils par jour, précise le général Tchiani. Le pétrole brut sera acheminé depuis Agadem jusqu'au Bénin voisin par l'oléoduc géant mis en service début novembre par le premier ministre civil Ali Mahaman Lamine Zayn, nommé par les militaires. Les frontières entre le Niger et le Bénin sont fermées depuis l'application de lourdes sanctions régionales imposées par la CEDEAO et grâce à cet oléoduc long de 2000 km, le Niger pourra écouler pour la première fois son brut sur le marché international via le port de Sémé au Bénin. Au total, 6 milliards de dollars ont été investis, dont 4 milliards pour développer les champs pétroliers et 2,3 milliards de dollars pour la construction de l'oléoduc. Aussi, le général Tchiani a également annoncé la construction d'une seconde raffinerie avec l'appui de partenaires extérieurs sans donner de détails sur le projet. Selon les projections officielles, le pays produira 200 000 barils par jour en 2026. Au Zimbabwe, au moins 100 éléphants sont morts par manque d'eau dans le plus grand parc national du pays. La réserve de Hwange, qui s'étend sur 14 600 km² abrite quelques 45 000 éléphants. Les chiffres sont fournis par le Fonds international pour la protection des animaux. En septembre dernier, l'autorité zimbabwéenne de gestion des parcs et de la faune sauvage avait indiqué que beaucoup d'animaux avaient quitté le parc national pour aller chercher de l'eau et de la nourriture au Botswana voisin. Hors du continent, la guerre au Proche-Orient, une réunion spéciale de l'Assemblée générale de l'ONU est prévue ce mardi. Une résolution exigeant un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la bande de Gaza, un texte contraignant, sera soumis au vote dans la nuit. Le Hamas a fait état de violents affrontements dans le centre de la bande de Gaza. L'agence palestinienne Wafa a, elle, rapporté 12 morts et des dizaines de blessés dans un raid aérien à Rafah. Le ministre de la Santé du Hamas a accusé l'armée israélienne d'avoir lancé un assaut contre un hôpital de Gaza. Merci Georges. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue dans une dizaine de minutes, ce 12
décembre, 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous débattrons de la situation des droits humains au Sénégal avec le professeur Samba Thiam, président de l'ONDH, l'Organisation nationale des droits de l'homme, et Maître Pape Sène, président du Comité sénégalais des droits de l'homme. RFM Sport. L'actualité des sports avec vous, Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Suleiman. Football, Lamine Camara poursuit sa montée vers les sommets du football africain. Il a remporté hier le prix du meilleur jeune footballeur du continent africain à l'occasion de la cérémonie des CAF Awards depuis donc sa venue à Génération Foot, mais également ses apparitions sous le maillot national, d'abord avec l'équipe nationale locale, puis avec les U17. Il continue de séduire le monde du football. Sode Thiam nous retrace son parcours et revient également sur l'avenir du jeune de Goudom. Lamine Camara succède à son compatriote sénégalais Pape Matar Sarr pour le titre de meilleur jeune joueur africain. Un titre bien mérité, un sacre bien mérité selon le journaliste Pape Malang Sané. Il a beaucoup d'audace dans le jeu, il a un vista, il a beaucoup de culot dans le jeu. C'est un joueur qui ne surprend pas la face du monde. S'il devient demain ballon d'or africain, ça ne surprendrait personne. Vu les qualités que dispose Lamine Camara, on l'a vu avec l'FC Metz, le but qu'il a marqué à partir de 55 mètres, ça montre que Lamine Camara a plein d'audace, a beaucoup de valeur ajoutée sur qui le Sénégal peut compter. Auteur d'une belle saison 2023 avec 2 sacres en Coupe d'Afrique des Nations U20 et le CHAN, sans oublier sa bonne intégration en équipe A. Lamine Camara est bien parti pour assurer la relève selon Hassan Faye, préparateur physique à Djambar et qui était avec lui lors du CHAN. On demande à un milieu de terrain, lui il l'a déjà parce que techniquement il est très fort, il est capable de jouer dans les petits espaces, il est capable aussi de jouer court, de jouer long. Les jeunes joueurs qui ont un fort potentiel, en général il y a beaucoup de facteurs qui peuvent les freiner. Maintenant on espère que lui il va pouvoir confirmer ce potentiel qu'on pense de lui à un niveau plus élevé pour pouvoir assurer la relève avec l'équipe A. Malik Daf, son sélectionneur avec l'équipe U20, retient de Lamine Camara un jeune joueur qui a un bel avenir. Parce que sa progression ne surprend personne. Sans bruit ni trompette, il faut l'encadrer et vraiment le pousser à aller encore beaucoup plus loin parce que je pense que la relève du Sénégal est déjà là. Puis essayer pourquoi pas de faire confiance à ces jeunes qui vont dans le futur nous donner beaucoup de bonnes choses, Inch'Allah. Le milieu de terrain du FC Metz a aussi participé à la montée de son club en Ligue 1 française. Âgé de 19 ans, le jeune international sénégalais a en ligne de mire sa première Coupe d'Afrique des Nations seniors prévue en Côte d'Ivoire. Le football avec la Ligue des Champions, la dernière journée de la phase de poule aujourd'hui. Copenhague contre Galatasaray, le Bayern joue contre Manchester United en Angleterre, PSV Eindhoven reçoit Arsenal, Séville en France pour défier Lens, l'Union Berlin reçoit le Real de Madrid, Braga contre Naples, l'Inter jouera contre la Real Sociedad. Tour du fleuve, les cyclistes ont quitté Saint-Louis ce matin pour Rosso. 50 km pour la première étape de cette 4e édition du Tour du Fleuve. L'équipe française qui a participé donc à ce départ veut gagner cette compétition. Leur entraîneur François Beurt s'est confié au départ à Mamadou Diagne. Nous sommes régulièrement invités par la Fédération sénégalaise de cyclisme et aussi par Abdoulaye qui invite chaque fois assez régulièrement notre équipe. Malheureusement avec la Covid nous n'avions pas pu nous déplacer en Afrique et donc c'est avec grand plaisir que nous avons pris la décision de venir participer à cette 4e édition. Une 4e édition qui a vu la participation de plusieurs pays. Aujourd'hui, peut-être quel est votre objectif à l'issue de cette compétition? Alors aujourd'hui l'objectif de l'équipe est double, tout simplement parce que nous avons des nouveaux coureurs qui intègrent la sélection, donc des coureurs qui vont participer aux prochaines courses avec la sélection à partir du mois de janvier. Donc c'est un petit test pour eux. Et ensuite nous avons les 2 anciens qui ont l'habitude de venir courir en Afrique et qui seront les chefs de route de la délégation pour ces étapes. Voilà donc Suleiman, c'est tout pour les sports. Merci Malal. Merci. RFM, la presse du jour. La presse du jour avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Affaire présumée du contrat minier impliquant Macky Sall, Moussa Diop en garde à vue depuis hier. Maître Moussa invité à livrer ses pépites à la sûreté urbaine après ses révélations explosives sur un présumé deal de diamants impliquant Macky Sall, le président Memran, le milliardaire du sucre, le tout-puissant Dianya Ndiaye et Aliou Ndiaye, l'ancien driver de la société Dakar Dem Dik, risque gros, relève le témoin. Le journal se demande d'ailleurs s'il ne va pas passer de l'éclat des diamants
diamants à la prison. En tout cas, l'affaire prend de l'épaisseur. Notre Réumi quotidien à Lingui a saisi la justice. Le groupe Mimran a démenti dans un communiqué reçu à la rédaction de Source. Mimran écrit ce qui suit. En vérité, les diamants de Maître Moussa sont à rechercher dans une mine de mensonges bruts qu'il exploite à des fins politiciennes. Selon le directeur de la Société des mines, Dr Ousmane Sissé, le diamant n'est pas exploité au Sénégal et du point de vue géologique, notre pays ne bénéficie pas de roches qui renferment cette pierre précieuse. Le procureur de la République s'est autosaisi. En fast-track note toujours la publication. La justice s'emballe, selon l'AS, Maître Moussa dans de beaux draps, notre enquête car il a intérêt à donner les diamants aux autorités judiciaires. Et le ministre des Mines et de la Géologie, Oumar Sarr, a parlé en tout cas dans Vox Populi, c'est pour dire qu'il n'y a jamais eu de permis d'exploitation de diamants délivrés au Sénégal. Libération s'est intéressée aux déclarations de Maître Moussa Diop devant les enquêteurs de la sûreté urbaine. Le journal note que sur le supposé deal sur l'exploitation de diamants, il assume tout ce qu'il a dit lors de sa conférence de presse. Il a produit les documents et il s'est réfugié ensuite derrière ses sources. Sur les armes livrées à la présidence, Maître Moussa a dit là aussi qu'il maintenait ses déclarations avant de déposer son connaissement. Entendez le document légal, une sorte de reçu de marchandises expédié par mer ici par bateau. Le leader de la coalition Andogori Yotna est placé donc en garde à vue pour acte de nature à jeter le discrédit sur les institutions de la République et diffusion de fausses nouvelles. Mimi Touré et compagnie demandent la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Bosby Le Jour rappelle que Maître Moussa avait fait ce type de déclaration sans plus de précision. En attendant savoir davantage sur ce présumé scandale, place nette à Ousmane Sonko, son ancien compère de Yewi. Ce 12 décembre, le leader de l'Espace a rendez-vous avec le juge du tribunal d'instance de Dakar. L'ultime recours sur sa radiation sur les listes électorales. Là, ça parle de barreau d'honneur, Réumi quotidien, de tournant décisif pour le leader de Ex-Pastef. La balle est dans le camp du tribunal de Dakar, note simplement Sud Quotidien. C'est une autre paire de manches qui se joue tout à l'heure au palais de la justice de Dakar. Note Vox Populi, les alliés de Sonko donnent rendez-vous au tribunal. Titre de l'Obs, Sonko, un mardi plein d'espoir. À la une de l'Observateur, le ministre des Finances parle. Mamadou Moustapha Ba a parlé de la dette. Il promet aux entreprises des liquidités. La dette intérieure va être apurée, selon lui. Il affirme que le successeur de Macky Sall va trouver plus de 800 milliards de crédits disponibles. Le successeur de Macky Sall va trouver les finances au vert. Et puis sport pour boucler, Confédération africaine de foot Awards, CAF Awards, donc Lamine Camara, la consécration, il est élu meilleur joueur de moins de 21 ans. Le Nigérian Victor Osimhen succède à Sadio Mané, le président Sall honoré pour son dévouement au service des sports. Selon le journal Enquête, Lamine succède à Pape Matar Sarr. Aliou Cissé doublé par Regragui, Mané et Koulibaly dans le 11 de l'année. Bonne nuit à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h36, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme est célébré ce 12 décembre. D'ailleurs, le président Macky Sall est actuellement à Genève pour justement participer aux festivités ou à la célébration. Mais ici, au Sénégal, nous allons essayer de faire l'état des lieux des droits humains dans notre pays. Et pour ce faire, nous sommes en ligne et en direct avec le professeur Samba Thiam, président de l'ONDH, l'Organisation des droits de l'homme, l'Organisation nationale des droits de l'homme. Professeur Thiam, bonjour. Oui, bonjour, directeur. Nous sommes également avec Maître Papsen, président du Comité sénégalais des droits de l'homme. Bonjour, Maître Papsen. Souleymane. Alors, on commence avec le professeur Samba Thiam. Alors, quelle est votre évaluation, justement, de l'application des droits humains au Sénégal? Évidemment, en quelques minutes, on ne peut pas faire une revue exhaustive, mais si vous deviez classer entre trois codes couleurs, le vert, l'orange et le rouge, quelle serait la couleur que vous attribuerez aux droits humains au Sénégal? Merci beaucoup, directeur, et je suis ravi d'échanger avec vous. Plaisir partagé. En présence d'un ami, Papsen, que j'ai pratiqué, que j'apprécie beaucoup. Je vais pouvoir choisir l'orange parce qu'aucun pays dans ce monde ne peut se targuer
d'être meilleur en matière de droits de l'homme. Les droits de l'homme, en empruntant l'expression à un grand professeur, dont nous sommes très admiratifs, reposent sur une certaine trajectoire. C'est un idéal, nous tendons vers question de degré. Dans tous les pays, vous remarquerez d'un côté un respect considérable des droits de l'homme. Dans d'autres situations, il y a des difficultés, puisque aussi nous dépendons de l'État, nous dépendons de l'exercice du pouvoir politique pour une effectivité, une jouissance parfaite de nos droits. N'est-ce pas? Je reviendrai avec vous pour approfondir la réflexion sur ces questions-là. Mais avant cela, Maître Papsen, président du comité sénégalais des droits de l'homme, on a coutume de classer les droits de l'homme en trois catégories, les droits civils et politiques d'une part, les droits économiques, sociaux et culturels, et enfin les droits collectifs, les droits de troisième génération. Or, on note qu'il y a une cristallisation autour des droits civils et politiques au Sénégal. On parle beaucoup du respect du droit à l'expression, du droit au rassemblement, aux manifestations, etc. Et quelque peu à certaines dimensions des droits de troisième génération, notamment la libre disposition des ressources naturelles, la préservation des intérêts des générations futures, etc. Comment ont évolué justement les droits humains au Sénégal et quelle est l'évaluation que vous en faites vous-même? Oui, merci Souleymane. Je voulais d'abord commencer par saluer mon ami, mon frère Samba Thiam, un confrère avec qui je partage la grande famille du barreau, et c'est toujours un plaisir donc de discuter avec lui, de partager donc un plateau comme celui de la RFM avec lui. Souleymane, pour répondre à votre question, tout d'abord, moi je voulais dire, il faut quand même le reconnaître. Aujourd'hui, moi, j'ai un regard quand même assez positif par rapport à la situation des droits de l'homme dans notre pays, au regard de la Déclaration universelle des droits de l'homme dont le 75e anniversaire est célébré. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons remarqué que ce document fondamental, et qui a été donc adopté au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à une période très cruciale de notre existence, parce que nous savons tous les conséquences de la Seconde Guerre mondiale, c'est ce document aujourd'hui qui constitue le fondement du droit international des droits de l'homme. Donc c'est un document extrêmement important pour nous autres défenseurs des droits de l'homme et même pour la personne humaine. Et il faut reconnaître, Souleymane, que ce document a inspiré notre constitution sénégalaise. Parce qu'aujourd'hui, dans le préambule de la constitution du Sénégal, vous avez donc, le Sénégal fait référence, réaffirme son adhésion à cette déclaration universelle des droits de l'homme. Donc ça fait partie du bloc de constitutionnalité. Et ça, c'est un pas extrêmement important parce que les 30 articles qui concernent cette déclaration font presque la revue de toutes les catégories de droits que vous avez évoquées tout à l'heure, de la première à la troisième catégorie des droits de l'homme. Mais ensuite, cette déclaration a inspiré aussi beaucoup de conventions internationales auxquelles le Sénégal est parti. Vous l'avez dit tout à l'heure, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, pour tout ce qui concerne les droits civils de la première génération. Les droits économiques, sociaux et culturels également, cette déclaration donc l'a inspiré. Donc, mais vous avez raison, Souleymane. Aujourd'hui, on a cristallisé le débat sur la question des droits humains, sur les droits de la première catégorie. Oui, mais parce qu'il y a un écart entre les textes et la réalité sur le terrain. Beaucoup de manifestations interdites, alors que ce sont des droits fondamentaux pour justement ceux qui considèrent que les droits de l'homme ne sont pas aussi bien respectés au Sénégal, de ce point de vue-là. Non, mais Souleymane, tout à l'heure, mon confrère Samba Thiam a dit quelque chose de très important, c'est qu'il n'y a aucun pays au monde aujourd'hui qui peut se targuer de dire « moi, je n'ai pas de cas de violation des droits de l'homme ». Il y a certes des allégations de violation des droits de l'homme et ça ne peut exister que dans un État où la question des droits de l'homme est une réalité. Mais cela ne doit pas quand même nous amener à cristalliser le débat sur cet aspect-là. Parce que nous, au niveau du Comité sénégalais des droits de l'homme, principalement, nous avons relevé qu'à un moment donné, il y a eu des violations de droits de l'homme d'une certaine ampleur, d'une certaine gravité telle dans les zones minières du Sénégal
Et personne n'en parle. C'est pourquoi en 2015, nous avons jugé utile de nous focaliser sur cette catégorie de droits en mettant en place l'Observatoire national pour le respect des droits humains dans le secteur extérieur. C'est des droits qui sont méconnus, mais qui font l'objet de violations atroces. Et je pense que cette catégorie de droits, tout comme la catégorie de droits liée à la question des ressources naturelles, qui font le débat d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, vous avez vu à travers la presse tout ce qui est en train de se dire avec donc l'autosaisine du procureur. Donc c'est extrêmement important aujourd'hui qu'on réoriente les débats sur ces catégories de droits, mais en ayant également à l'œil ces droits de la première catégorie. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que cette déclaration est extrêmement importante aujourd'hui pour nous, en tout cas pour le Sénégal et pour d'autres pays du monde. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, Souleymane, il faut le souligner. Aujourd'hui, le fait que le président Macky Sall soit invité d'honneur au niveau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à l'occasion de cette célébration atteste à suffisance de ce qu'aujourd'hui, cette instance suprême sur le plan international quand même a un regard positif sur ce qui se fait dans notre pays, parce que n'importe qui n'est pas invité. Et il y a des standards sur lesquels l'ensemble des pays sont donc notés. Et de ce point de vue, c'est quand même rassurant que le Sénégal puisse être invité. Mais pour nous, Comité sénégalais des droits de l'homme... Ben justement, on va en parler tout à l'heure, parce que j'allais dire que c'est le même système qui invite le président Macky Sall, qui avait dégradé il y a quelques années le Comité sénégalais des droits de l'homme. On a vu tous les efforts que vous êtes en train de faire justement pour remettre cette structure, cette instance à sa place originelle. Mais avant cela, peut-être avec le professeur Samba Thiam, parler un peu de l'écosystème. Est-ce que tout est en place pour justement enregistrer d'éventuelles violations des droits de l'homme et surtout apporter des réponses? Est-ce que la réponse juridictionnelle suffit? Parce que ça demande beaucoup de temps et très souvent les décisions vont à l'encontre des plaignants. Est-ce que l'écosystème est complet? Qu'est-ce qu'on devrait améliorer pour que les droits de l'homme soient réellement pris en charge, surtout quand il y a des cas de violation? Je vous remercie, directeur, pour votre question. Bien entendu, ça ne suffit pas puisque, avant tout, c'est une question de culture. Vous remarquerez que c'est très difficile qu'on fasse la part des choses, l'État, l'institution et les personnes humaines qui détiennent l'appareil de l'État. Quand vous réagissez, quand vous parlez, quand vous vous exprimez, les personnes qui sont dans cet état sentiront concernées alors que nous parlons de l'État, nous parlons du pays, nous parlons de cette institution qui est la première garante. L'État est gardienne du respect des droits de l'homme. Que les personnes qui nous dirigent, des présidents de la République, des ministres, des administrateurs civils, ne se sentent pas concernés. L'État est quelque chose de commun, c'est l'intérêt général. Parfois, ça n'arrange pas ceux qui nous dirigent, qu'on parle de l'institution des violations. Je disais que, question de culture, parce que si vous avez une culture très forte des droits de l'homme, vous ferez en sorte que l'État soit ce qu'on appelle l'État de droit. L'État lui-même, l'administration doit être soumise au droit. Je pense que pour revenir sur ce que disait le président du comité, moi aussi j'ai remarqué, je le félicite, qu'ayant pris conscience de l'effort, de la progression, et peut-être c'est pour cela que notre président a été invité devant les Nations Unies, il est en train de faire en sorte que le comité acquiert un autre statut, soit une institution fondamentale en matière de promotion et de défense des droits de l'homme. Mais ce Sénégal qui dit « j'ai adopté, j'ai ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme », je rappelle que c'est une déclaration morale d'ordre de philosophie. Ce qui fait que cette déclaration obtient une force de droit, ce sont les pactes de 1966. Et ces pactes qui donnent du droit à la déclaration ont proposé des comités pour pouvoir faire respecter, faire observer les droits de l'homme. Vous avez comme exemple notre charte africaine des droits de l'homme pour tenir compte de la spécificité africaine. Vous avez la Cour africaine des droits de l'homme. Vous, Sénégalais, moi-même, nous ne pouvons pas aujourd'hui saisir la Cour africaine des droits de l'homme
pour l'amener à faire sanctionner des violations. Pourquoi? Parce que le Sénégal n'a pas accepté la déclaration, ce qui est paradoxal. Vous en avez aussi, nous venons de fêter, de célébrer la Convention relative aux droits des enfants. Il y a un comité qui fait sanctionner. L'État du Sénégal, non plus. Et vous avez vu le protocole de Maputo de 2003 qui prévoit des mesures spécifiques pour pouvoir faire face au respect que nous attendons des droits des femmes. Non plus, le Sénégal ne va pas beaucoup plus loin. Ainsi de suite, il y a énormément d'exemples. Les Nations Unies, qui a reçu notre président, notre Excellence, les Nations Unies viennent de déclarer la veille de la Déclaration universelle des droits de l'homme que le droit à la paix doit être respecté. Mais vous voyez les États-Unis qui ne veulent pas respecter cela, qui demandent d'abord à ce qu'on respecte ceci ou cela. Ça vous donne une image des droits de l'homme. Y a-t-il ce qu'il y a entre les textes, la réalité, les déclarations d'intention et les politiques réelles appliquées? Merci professeur Samba Thiam. On vous retrouvera dans la version Wolof de ce débat. Désolé de vous interrompre, mais malheureusement le temps qui nous est imparti est presque épuisé et je voudrais consacrer la dernière minute à Maître Papsen pour qu'il nous parle justement de la transition en cours du Comité sénégalais des droits de l'homme. En quoi cela va-t-il améliorer l'application des droits humains au Sénégal? Oui, ça va améliorer la situation des droits de l'homme au Sénégal dans la mesure où nous allons changer de cadre juridique. Parce que le cadre juridique actuel qui régit le fonctionnement du Comité sénégalais des droits de l'homme est un cadre qui n'est plus en phase avec les principes de Paris. Or, vous savez, les commissions nationales qui sont créées fonctionnent selon donc les règles, les principes de Paris. Changement sur le plan de l'indépendance fonctionnelle. L'indépendance juridique, parce qu'en réalité, ce qui a été reproché au Sénégal lors de son évaluation en 2007 et en 2011, c'était un manque d'indépendance dans la nomination des membres. Aujourd'hui, ce projet de loi qui a été adopté prend en charge cette question par rapport donc à la transparence et à l'indépendance dans la nomination des membres. Mais mieux, le comité faisait face à des difficultés d'ordre financier dans le cadre de son fonctionnement. Et le sous-comité d'accréditation à l'époque avait fait des recommandations pour demander au gouvernement d'accompagner financièrement le comité sénégalais. Mais malheureusement, ces recommandations n'ont jamais été suivies d'effet. Et aujourd'hui, ce projet de loi prend en charge cette question parce que nous allons passer d'un budget rattaché à une structure étatique à un budget autonome qui est voté directement à l'Assemblée nationale. Je pense que ce sont des réformes comme ça aujourd'hui qui pourront nous permettre de relever un des principaux défis auxquels nous nous sommes fixés depuis que je suis venu à la tête de cette institution, c'est-à-dire de retrouver le statut A. Et je rappelle que c'est une première étape, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une loi qui soit conforme aux principes de Paris pour dire que nous allons avoir le statut A. Le statut A, c'est un ensemble de critères d'appréciation, c'est un ensemble d'éléments, mais le premier est la première étape la plus décisive, c'est véritablement d'avoir une loi qui soit véritablement une loi conforme. Et nous aurons l'occasion de revenir là-dessus lors de prochains rendez-vous. En tout cas, merci à vous également, Maître Papsen, président du Comité sénégalais des droits de l'homme. Rendez-vous dans le débat en Wolof dans un peu moins d'1 heure maintenant. C'est la fin de cette édition à 12h51. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. El Hadj Ndiogou Diène à la rédaction en chef. Chef d'édition Awambaï, Abdoulaye Diop à la mise en onde, Digital Maïssa Mbaye, Alioune Ba à la production à 13h. Retrouvez El Hadj Ndiogou Diène pour le grand journal en Wolof. Excellente suite des programmes. Au revoir.